Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai tout juste 29 ans et je fais des vidéos pour parler d'autisme. Donc pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne, sachez que j'ai été diagnostiquée début 2020. Et 2 semaines après le diagnostic, j'ai eu envie de faire des vidéos pour parler de mon ressenti post-diagnostic et puis ensuite de vous faire part de mes réflexions, de mon état d'esprit concernant cette nouvelle peau, c'est mon identité en tant qu'autiste. Ces vidéos sont aussi l'occasion de partager avec vous, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos témoignages, de vos idées, de vos réflexions aussi. On est tous là pour échanger et pour se nourrir les uns les autres de nos réflexions. Et je précise aussi que ces vidéos, donc, elles sont faites avec mon petit niveau et que je ne suis pas spécialiste, même si on me dit souvent que les autistes, ce sont les vrais spécialistes et pas les médecins. Je suis enseignante, donc voilà, mon travail n'est pas là pour... c'est pas une parole gravée dans le marbre. Voilà, suite à toutes ces petites mises au point, ces petites réflexions, place au vif du sujet et je vais vous parler aujourd'hui du monde du travail. C'est un sujet un petit peu lourd, un petit peu difficile peut-être et douloureux. Je ne sais pas si c'est la seule vidéo que je ferai sur le sujet, comme pour l'anxiété, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai pas mal de choses à dire, donc ça risque d'être assez long. Alors, le monde du travail pour les autistes, c'est tout un combat. Alors, avant d'atteindre ce monde du travail, il faut déjà survivre au système scolaire, parce que en tant que personne autiste, on a souvent des difficultés à l'école. On est plus sujet que la moyenne à subir le harcèlement scolaire. Nos chers petits camarades qui supportent mal la différence et qui ont une fâcheuse tendance à nous embêter, à nous maltraiter. On peut aussi se heurter à l'incompréhension du corps enseignant qui ne comprennent pas bien pourquoi on est différent, pourquoi on se comporte comme ça, surtout quand on n'a pas été diagnostiqué et malheureusement, même quand parfois on l'est, il y a toujours une incompréhension de leur part. Donc cette incompréhension va faire qu'on va être vite stigmatisé, voire un peu trop vite jugé, voire même maltraité, et qu'on va avoir tendance à être très anxieux, à développer un trouble anxieux, à avoir une estime personnelle proche de zéro, et à avoir l'impression qu'on n'a aucune valeur, qu'on n'est pas du tout adapté, qu'on a un problème, etc. etc. Sans compter que parfois le mal-être que l'on vit va se répercuter sur nos résultats scolaires et qu'on peut aussi avoir un décrochage scolaire plus fréquent. Mais si vous avez quand même, on va dire, supporté et survécu au système scolaire et que vous avez votre bac, etc., et que vous avez pu faire des études, vient là se heurter une deuxième difficulté, c'est donc dans le milieu étudiant, dans l'enseignement supérieur. Hein, si vous avez fait, je ne sais pas, une école de commerce, un CAP, des études à la fac, là aussi c'est très difficile. Première difficulté pour moi, je parle de ce que je connais, donc à la fac, hein, c'est vraiment les démarches administratives que j'ai trouvées très coûteuses. Donc il faut souvent aller dans le bureau de notre UFR, je crois, c'est ça qu'on dit. On doit se réinscrire, on doit envoyer des pièces justificatives. C'est compliqué, il n'y a jamais tout qui est clair, et tout le dossier est jamais complet. La secrétaire se fâche. C'est anxiogène, on doit attendre notre tour, c'est anxiogène. Et puis sans compter si on est boursier, on doit faire aussi les mêmes démarches pour le Crous, pour avoir un logement, pour avoir des allocations. Enfin, c'est très compliqué, c'est très anxiogène, c'est très fatigant pour nous. Le deuxième problème, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une réflexion que j'ai trouvée très intéressante, donc j'en parle, de Joseph Chovanec. Donc Joseph Chovanec dit qu'en fait le système universitaire n'est pas adapté aux personnes autistes pour la simple et bonne raison qu'on part d'un cours très généraliste pour aller vers la spécialisation. Donc plus on avance dans notre cursus et plus on va se spécialiser. Ce qui bien sûr n'est pas adapté aux personnes autistes, en tout cas les premiers cours qui sont généraux, parce que la personne autiste, de par son fonctionnement, en fait, elle est déjà spécialisée. Elle a déjà cette recherche de rigueur, de précision, et donc elle peut très très vite s'ennuyer et décrocher dans les premières années de l'université. Voilà. Après, des réflexions qui sont plus de mon cru, c'est que je trouve que la personne autiste aussi, malgré elle, hein, elle résiste au formatage. Et c'est vrai que quand on parle de système scolaire, comme de système étudiant ou de monde étudiant, ou bien de monde du travail plus tard, ça renvoie toujours à un système avec des codes qui sont implicites, qui ne sont pas dits et que la personne autiste a bien du mal à s'approprier, à identifier. Et c'est vrai que je trouve que plus on avance dans le temps et plus ces codes vont devenir rigides et contraignants pour la personne autiste.
Et là où au début de sa vie, du système dans lequel elle est, du système scolaire, elle peut avoir quand même une certaine flexibilité, une certaine bienveillance de la part de ses enseignants qui vont quand même un peu s'adapter, essayer de comprendre, plus elle avance dans le temps et moins ça va être le cas. Et donc pour le système, pour le milieu étudiant, je trouve que c'est déjà assez formaté, assez codifié et que la personne autiste peut aussi détonner de par sa personnalité et donc peut-être s'attirer les foudres de ses professeurs, ne pas correspondre à ce qu'on attend d'elle. Vous voyez, je pense par exemple, si vous faites une école de commerce, bon bah c'est très quand même codifié. On sait qu'il faut que vous soyez assez sociable, que vous aimiez faire la fête, que vous aimiez avoir un réseau, utiliser vos contacts, etc. Donc ça nécessite des compétences autres que des compétences en termes de travail, etc. Plus des compétences sociales. Bah, c'est pareil en fonction de là où vous êtes, dans le milieu étudiant, des études que vous faites. Je trouve que ça sous-entend certaines compétences et que l'autiste, il peut gêner parce qu'il ne peut pas correspondre à ce qu'on attend de lui. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai fait beaucoup de prépa dans ma vie, dans mes études. J'ai fait des prépa lettres, après j'ai fait prépa CAPES, j'ai même fait prépa agrégation. Et ensuite, j'ai fait SPIUFM, donc c'est une école pour les enseignants. Et en fait, ce qui était assez flagrant, c'est que quand bien même je voulais m'adapter et quand bien même je voulais, et j'étais de toute façon une bonne élève, mais je n'étais jamais cette bonne élève, un peu la chouchoute, un peu la faillotte, parce que je n'avais pas les codes, parce que je ne savais pas comment faire pour failloter et que je voyais pas l'intérêt et que c'était pas du tout dans ma personnalité, vous voyez. Et en fait, quand je suis arrivée, je me rappellerai toujours à l'ESP, la professeure en fait en charge de la promotion, elle était très contente de voir qu'il y avait une étudiante qui avait fait prépa lettres parce qu'elle s'attendait peut-être à ce que j'ai adapté les chères valeurs que nous inculque la prépa lettres, qui est l'esprit de compétition, l'exigence, la rigueur, le côté très très scolaire, un peu justement copier-coller. Elle s'attendait à trouver tout ça chez moi. Et quelle n'a pas été sa déception de constater que non, 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 j'étais pas du tout comme ça. Quand bien même j'avais bouffé de la dissertation, du commentaire, en veux-tu, en voilà, j'étais toujours aussi, on va dire, indisciplinée et rebelle malgré moi, que j'arrivais pas à comprendre ce qu'on attendait de moi parce que ces exercices-là ne m'intéressaient pas. De toute façon, j'étais meilleure à l'oral qu'à l'écrit. Et puis pour moi, la prépa lettres, c'était finalement apprendre pour l'amour de l'art et c'était pas acquérir des méthodes un peu froides comme ça, calculatrices pour obtenir un concours ou un examen, loin de là. Et donc finalement, quelle n'a pas été sa déception et sa colère, et je me rappellerai toujours à quel point elle était en colère, cette professeure, de constater que je ne correspondais pas à ce que promettait mon cursus. C'est vraiment pour vous expliquer à quel point ce formatage-là, il est implicite, il est attendu plus ou moins de nous, et à quel point nous, les personnes autistes, on y est totalement hermétique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas. J'ai jamais réussi à être formatée, quand bien même j'ai fait plein de formatages, enfin plein de prépas, ça n'a jamais réussi à me préparer à n'importe quel formatage, ce qui est assez ironique d'ailleurs. Voilà, donc il peut déplaire du coup, malheureusement comme il maîtrise mal les codes, hein, avant même d'accéder au monde du travail. Et puis la deuxième difficulté aussi que j'ai identifiée, c'est que on a souvent des intérêts qui sont pas dans le cadre de nos études. On développe souvent des passions et des compétences du coup très pointues, très précises dans certains domaines qui ne correspondent pas à ceux de nos études. Et c'est vrai que c'est dommage parce que on n'arrive pas finalement à ces compétences en fait et ces savoirs, ils ne sont jamais reconnus dans notre cursus universitaire. Donc par exemple, aussi parce qu'on peut être assez transversaux et assez polyvalent. Si vous faites des études de, je sais pas moi, d'histoire et que vous êtes passionné par la Grèce antique, enfin non, mauvais exemple. Si vous faites des études d'histoire et que vous êtes passionné par la mécanique, je sais pas, la mécanique ou autre chose, ou du sport, ça va jamais, vous allez jamais avoir en fait un diplôme officiel qui précise vos compétences et vos qualités, puisqu'en fait elles ne correspondent pas à votre cursus. Donc malheureusement, ça fait que là aussi nos qualités en fait elles sont invisibilisées parce qu'on ne peut pas vraiment les identifier clairement au sein de notre cursus universitaire, quel qu'il soit, ou en tout cas de nos études. Voilà pour le fabuleux milieu du monde étudiant, ou en tout cas des études. Et donc si vous avez aussi réussi à survivre à ce monde-là avec ces codes-là et cette violence-là aussi, eh bien vous arrivez au travail. Enfin avant le travail, vous passez un entretien d'embauche pour essayer de décrocher un emploi. Et là encore, c'est difficile pour les personnes autistes. Donc moi, je ne l'ai pas vécu puisque je suis fonctionnaire, donc en fait, j'ai passé un concours et j'ai tout de suite eu un travail.
grand bien me fasse, mais je peux essayer de me mettre à la place d'une personne autiste qui passe un entretien d'embauche et je pense que malheureusement c'est difficile pour elle de se vendre, de se mettre en avant, de reconnaître, d'identifier ses qualités, surtout quand son estime personnelle a sans cesse été malmenée durant ses études, durant ses années à l'école. On n'a jamais réussi à voir chez elle des qualités, donc elle n'arrive pas à les identifier elle-même toute seule, donc elle n'arrive pas à se vendre et à donner une image d'elle positive à l'employeur. En plus, je trouve que passer un entretien d'embauche, c'est tout un travail d'équilibriste. En fait, il faut se mettre en valeur, il faut anticiper les attentes de son interlocuteur pour répondre à ses questions, mais pas trop, parce que sinon ça fait trop justement faillot et ça se voit. Et malheureusement, la personne autiste qui a aussi du mal à doser et qui est pas trop dans la nuance, qui est plutôt noir ou blanc, et ben je pense qu'elle va avoir du mal à pas trop en faire, ou alors elle va vraiment être, je pense, elle peut être décalée, elle peut être trop cash, trop franche. Elle peut aussi avoir tendance à parler beaucoup de son intérêt, enfin de ce qu'elle aime faire en fait, parce qu'elle va peut-être postuler pour un travail qui correspond à sa passion et elle va pas voir qu'en fait c'est complètement décalé et que c'est pas ce qu'on attend d'elle, malheureusement. Donc elle peut aussi avoir du mal pour ces raisons à décrocher un emploi et on ne parle pas bien sûr de la discrimination liée aux personnes handicapées parce que si cette personne autiste elle a une RQTH et elle a une reconnaissance de travailleur handicapé, malheureusement, enfin on dit que l'employeur il est censé l'embaucher, enfin en tout cas qu'il est censé avoir un taux de personnes handicapées dans son entreprise, mais on sait très bien que c'est pas le cas et on sait très bien que entre une personne dans sa tête valide et une personne handicapée, il va préférer choisir la personne valide. Quand bien même la personne handicapée, elle est surdiplômée, compétente, etc., etc. Donc c'est un vrai problème malheureusement, c'est très dommageable. Mais voilà, alors on arrive dans le fabuleux monde du travail. Et dans le monde du travail, ben, en fait, il faut entendre un univers bien particulier avec ses codes qui sont pas du tout explicites, qui ne sont pas identifiés par un protocole ou les 10 commandements du monde du travail, ça n'existe pas. Donc à nous les personnes autistes de faire avec et malheureusement on a bien du mal et on découvre en fait ces fameuses règles et ces fameux codes au fur et à mesure qu'on évolue dans le monde impitoyable du travail par essai-erreur aussi, donc on apprend un peu dans la douleur à force de faire des gaffes, à force d'être maladroit, à force de passer pour la personne arrogante ou madame je sais tout, on apprend qu'en fait il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Tiens donc. Donc la première désillusion c'est au niveau social. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est engagé pour nos compétences parce qu'on est doué dans tel aspect, dans tel domaine. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu le job. Hein, ça correspond aussi à notre diplôme et à nos études. Mais en réalité on découvre qu'on est aussi jugé et recruté, enfin jugé parce que recruter peut-être ça apparaît pas encore lors de l'entretien d'embauche, sur notre savoir-être, c'est-à-dire aussi nos compétences sociales et voire même notre personne, voire même notre personnalité. Et ça, c'est pas très explicite pour nous. Mais on découvre qu'en fait, une personne qui a moins de compétences, qui est pas très carrée, qui est un peu tir au flanc, mais qui sait super bien se vendre, qui parle bien au chef, qui a les mots pour, je sais pas, plaire au chef, qui sait réseauter, qui sait copiner avec telle personne parce que cette personne, elle peut lui apporter un truc important pour avoir une promotion, je ne sais quoi, eh bien on se rend compte que en fait on est mis en difficulté parce que nous on comprend pas les codes sociaux et puis bah parce que ces codes sociaux nous paraissent un peu absurdes, bizarres et enfin on n'y voit pas d'intérêt, non, vous êtes d'accord? Donc déjà il y a plusieurs problèmes, c'est que là je parlais pour moi, mais moi je n'ai jamais compris l'intérêt des conversations à la machine à café. Vous comprenez vous l'intérêt des conversations à la machine à café? Enfin ça sert à quoi de voir une personne avec, je sais pas, une super intériorité peut-être, des belles choses à découvrir et que en fait on passe avec cette personne tout notre temps à parler de la météo. C'est quand même hyper dommage. Et donc voilà, moi je n'ai jamais compris ces conversations où on doit parler, je sais pas, moi, un peu de tout et de rien. Et en plus on fait que ça. Donc en fait, ça, je trouve que c'est encore plus décevant de parler pour dire si peu de choses. Vous voyez, c'est encore plus frustrant et encore plus fatigant. Parce que moi, je sais que quand je parle, c'est vraiment réfléchi en général. Enfin, je suis assez impulsive, donc on va dire, quand je parle, c'est pour dire des choses importantes qui me tiennent à cœur, qui viennent de mon ressenti. Et c'est pas pour essayer de meubler la conversation. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, je vais pas parler parce que ça me prend une énergie phénoménale. Donc forcément, je vais être muette. Mais si je suis muette, bah, c'est mal perçu. Ça peut être aussi perçu pour de mépris. Enfin bon, c'est vraiment un peu un cauchemar. Deuxième problème, c'est le fait de déjeuner avec ses collègues. Alors là, c'est vraiment compliqué pour moi parce que quand on déjeune avec des collègues, en fait, j'ai du mal à voir un peu la différence entre
on est ensemble et on peut parler un peu de nous, de notre vie, mais pas trop, parce qu'on est quand même au travail. Donc, du coup, de quoi on peut parler, de quoi on peut pas parler, je sais pas trop. C'est un peu terrain glissant. Donc, moi, je sais que je pense que ça m'est déjà arrivé hein, de trop parler, parce que moi, je suis pas mal dans l'affect. Donc, quand il y a un truc qui me touche, je vais en parler. Et en fait, même si parfois ça peut me porter préjudice plus tard, ou bien ça peut me renvoyer une image de moi qui est pas forcément positive, bah c'est pas grave en fait. Moi, quand il faut que ça sorte, faut que ça sorte, donc j'en parle. Donc je suis pas mal guidée par mon émotionnel et c'est vrai que j'attends aussi que l'autre ait une certaine sincérité, enfin j'attends un échange plutôt sincère et constructif et je me rends pas du tout compte qu'en fait l'autre n'est pas là pour ça et que lui bon bah voilà il fait son truc et il en a rien à faire de mes états d'âme, il n'est pas là pour échanger et pour penser mes plaies ou bien il voit pas l'intérêt que moi je parle de mon ressenti parce que peut-être que dans sa tête ça veut dire que je suis faible parce que je partage des choses assez enfin, qui sont liées à mon cœur et que dans le monde du travail, il faut se blinder, il faut pas parler de nos émotions, il faut pas parler de nos difficultés. Alors que moi, je suis plutôt dans un échange transparent pour, voilà, pas constructif. Mais parfois, ça peut être mal interprété. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et puis en plus, quand on déjeune avec ses collègues, on est nombreux, on peut être une dizaine et une dizaine autour d'une table à interagir. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire ce ping-pong conversationnel, à répondre à temps, à trouver la bonne réplique, enfin la bonne réponse, on n'est pas au théâtre, la bonne réponse à avoir à temps à son interlocuteur. Enfin, en général, je suis pas assez rapide et du coup, je suis souvent assez muette, ce qui là encore peut mal passer socialement. Il y a aussi un troisième problème, c'est les réunions. On en fait beaucoup, donc c'est hyper fatigant pour nous parce qu'il y a les sons, il y a les bruits, il y a les néons, parfois c'est le soir, les collègues s'engueulent, on sent les tensions, enfin c'est hyper explosif comme ambiance je trouve. Et moi je sais que je suis toujours sortie de mes réunions épuisée. Surtout que moi, aux réunions, soit je parle pas du tout parce que j'ai pas de ressources, donc du coup ça passe aussi pour comme si je m'en fichais ou comme si j'étais détachée, alors que c'est juste que je ne peux pas. Soit je suis hyper cash, et donc du coup là encore ça passe pas très bien, malheureusement. Et le quatrième problème, c'est qu'on a du mal à identifier donc les stratégies de pouvoir qui se jouent au sein de l'entreprise. Hein, j'ai déjà un petit peu parlé de ça, dans l'organisation avec la hiérarchie, ce qui fait que, par exemple, on ne saura pas demander à temps une promotion parce qu'on ne saura pas identifier notre valeur. On ne saura pas aussi copiner parce qu'il faut s'associer à telle personne qui est bien vue par la chef pour ensuite obtenir des trucs. Enfin, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu Game of Thrones parfois, le monde du travail. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Je pense que je suis très naïve, très petite fleur et que je ne me rends pas compte. Bon, après, moi, je parle que de ce que je connais, donc c'est de l'éducation nationale, on est bien d'accord. Mais je me mets à la place aussi d'une personne qui travaille dans le privé. Parce que moi, je n'ai pas à demander de promotion, par exemple, ou je n'ai pas à passer d'entretien d'embauche, heureusement. Mais une personne qui travaille, enfin qui est dans le privé, dans une entreprise, je pense qu'elle peut vraiment se prendre cette violence-là de plein fouet. Et je pense que ces règles, le fait de ne pas comprendre ces règles et de ne pas avoir, faut bien le dire, faut bien l'avouer, cette hypocrisie liée au monde du travail où on n'est pas vraiment sincère, enfin, on est un peu là pour jouer un personnage comme sur une scène de théâtre. Je pense que ça va vraiment porter préjudice à la personne autiste. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir dessus pour dire que je trouve que c'est très compliqué pour moi, je sais pas si vous c'est pareil, de se dire que en fait, une personne qui va être une vraie teigne au travail, en fait, peut être super sympa à l'extérieur. Enfin, c'est très perturbant pour moi de me dire que mon chef, qui en fait est odieux et méprisant et calculateur et tout, en fait, il peut aimer pêcher le week-end et être super zen et passer du temps avec ses petits-enfants à faire de la confiture. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à séparer ces deux aspects parce que moi, je trouve que la façon dont je suis au travail, c'est un peu la... Enfin, je suis pareil. J'ai un rapport assez horizontal et c'est pareil avec mes élèves, je suis pas trop dans l'autorité, dans la dictature et tout. Donc je suis assez naturelle, assez authentique, même si bon, je suis un peu plus sur la réserve forcément avec le temps. J'ai compris que je ne pouvais pas aborder tous les sujets que je voulais, aussi avec mes collègues, que mes collègues n'étaient pas mes potes, que mes collègues n'étaient pas non plus mes parents. Enfin voilà, il y avait un peu une certaine attitude à avoir, un certain rôle à tenir, donc ça j'ai bien compris. Mais néanmoins, je sais pas, mais je trouve que je suis quand même assez similaire à ce que je suis dans la vie de tous les jours. Et j'ai du mal à comprendre cette scission qu'ont les deux, qu'ont les autres. Je dis les autres pour parler des neurotypiques. Voilà, cette tendance qu'ils ont, cette flexibilité peut-être qu'ils ont à avoir à switcher entre différents personnages, entre différents rôles. Voilà.
Tout ça pour dire que malheureusement pour nous, on peut mécontenter notre employeur, les autres, de par notre attitude, paraître bizarre, parce qu'on est décalé. On peut aussi être rappelé à l'ordre par la hiérarchie, parce qu'on ne joue pas le jeu social, malheureusement. Et du coup, on peut se sentir mal, on peut ne pas comprendre pourquoi on n'y arrive pas, se renfermer sur nous-mêmes, en faire trois fois plus, donc être enfin commencer à avoir des symptômes dépressifs, être de plus en plus anxieux. Et là, c'est la spirale infernale. Alors la deuxième des illusions, c'est concernant notre caractère, notre personnalité, puisque j'ai l'impression que en fait les remarques qu'on nous fait au travail, c'est toujours assez personnel, parce que les personnes autistes, elles sont souvent très compétentes, elles sont souvent très investies dans leur travail, elles sont perfectionnistes, elles peuvent être passionnées, elles peuvent être très méticuleuses, très rigoureuses, donc en général, quand on a des reproches à leur faire, malheureusement pour elles, c'est surtout sur leur personne. Et ça, c'est d'ailleurs très dommageable. Donc par exemple, on peut susciter la jalousie de ses collègues à force d'être aussi précis, aussi méticuleux, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on croit que c'est ce qu'on attend de nous. En fait, on ne se rend pas du tout compte que du coup, ça passe pour... Enfin, on est un danger pour les autres en fait, parce que les autres, enfin quand je dis les autres, c'est les collègues, les neurotypiques, je sais pas, ils sont plus dans ce rapport de compétition peut-être, ou alors ils ont envie d'être bien vus par la hiérarchie, et puis ils se disent que comme moi je suis hyper compétente, du coup peut-être que je vais leur voler un poste, une promotion, je ne sais pas, vous voyez, peut-être ça les met en danger. Donc c'est vraiment très compliqué du coup d'avoir des rapports sains, je trouve, avec ses collègues, avec les autres employés de son entreprise. Il y a une autre chose que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est que on peut parler pendant des heures du sujet qui nous intéresse, hein, surtout quand ça donc quand ce sujet il est dans le cadre du travail et que c'est aussi notre passion, on peut en parler pendant des heures, mais on ne se rend pas compte que du coup l'autre en fait peut en être vexé. C'est-à-dire qu'il peut l'interpréter comme, je ne sais pas moi, comme si je voulais, comme si on voulait lui jeter de la poudre aux yeux, lui faire peur, l'impressionner. Je ne sais pas. En tout cas, il peut se sentir mal, il peut se sentir rabaissé par nous, par notre parole, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est partager. Et on n'est pas du tout dans ce rôle en fait asymétrique. On n'est pas du tout dans cette stratégie-là, dans cette technique, dans cette relation-là. Je pense que vraiment, hein, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans le partage, la sincérité, puis on est à fond dans notre truc, on se rend pas compte. Et en fait, pour l'autre, ça peut être très violent. Donc après, je ne dis pas que... Peut-être que si c'est son ressenti, c'est que ça doit sans doute être violent pour lui. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est un peu cette vision biaisée de l'autre et cette vision utilitaire de l'autre. C'est-à-dire que si la personne en face, elle me raconte ses vacances, elle me dit qu'elle a été dans un hôtel 5 étoiles, qu'elle s'est éclatée, qu'elle a mangé au buffet gratuitement toute la journée pour m'en mettre plein la vue pour que je sois jalouse, en fait ça va pas marcher. Parce que moi ce que je vais faire c'est être contente pour la personne. Voilà, parce qu'en fait chacun sa vie et puis tant mieux si la personne est heureuse et a profité. Et en fait j'ai l'impression que quand l'autre me dit ça, il veut m'utiliser pour se glorifier, enfin pour me rabaisser en fait, parce que moi j'ai pas eu les mêmes vacances, pour du coup se sentir mieux. Donc c'est pour ça que je parle de vision utilitaire. Et du coup, il interprète mes paroles quand je parle de mes passions ou quand je raconte tous mes voyages, il a l'impression que je veux lui en mettre plein la vue. Et donc que je veux le rabaisser parce que lui fonctionne aussi comme ça. Voilà, après je veux pas dire que tous les neurotypiques sont des sales calculateurs et manipulateurs, mais je pense que quand l'autre n'est pas bien dans sa peau, quand l'autre n'est pas bien dans sa vie, et au travail les rapports sont pas toujours très sains, le monde de l'entreprise c'est pas un monde très positif et voilà, avec des super valeurs, enfin selon moi, donc du coup ça entraîne ce genre de comportement. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont hyper mal dans leur peau. Quand une personne, une adolescente par exemple, qui est hyper mal dans sa peau et qui du coup va critiquer toutes les autres filles en scannant les vêtements et en parlant tout le temps des autres filles, du corps des autres filles. Enfin, elle va être obsédée parce qu'en fait, elle n'est pas bien dans sa vie. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le même processus pour les autres, pour mes collègues. Voilà, j'en étais où? Donc voilà, c'est une vision utilitaire que l'autre a avec nous, alors que nous on veut juste partager. Il y a aussi un autre souci, c'est en fait quand on est super créatif et en fait on est investi tout ça, donc on peut trouver des solutions à des problèmes très vite, on peut avoir plusieurs temps d'avance malgré nous parce qu'on est toujours à anticiper. Et on peut être donc innové. Et en fait, cette capacité-là à innover, être créatif et tout, ça peut aussi être mal vu parce qu'on peut aussi être un danger pour certaines personnes, donc pour des collègues ambitieux, mais aussi pour un employeur en fait qui va avoir l'impression qu'on lui fait de l'ombre. Et c'est pareil dans le langage utilisé.
j'ai l'impression que certains employeurs, hein, on va pas se mentir, il y a aussi une question d'ego. Ils aiment bien quand on est là et qu'on leur tire un peu les pompes, je sais pas, quand on leur dit oui monsieur, bien monsieur, etc. Et la personne autiste, elle va pas avoir ce rapport-là avec son employeur. Elle va pas être hypocrite. Dans son langage, parfois, elle peut être aussi très cash et puis elle peut avoir le même langage en fait utilisé dans la vie de tous les jours. Donc moi je sais que ma première chef par exemple quand j'ai travaillé, elle me disait des trucs et puis moi je répondais ok. Et en fait je voyais qu'elle tiquait un peu et je me rendais pas compte et c'est après que j'ai compris qu'en fait mon langage était pas trop approprié et que il aurait fallu que je dise oui ou que je dise oui madame mais pas ok. Parce que ok c'était un peu familier. Donc voilà, et donc du coup on peut en fait s'attirer les foudres d'un employeur qui peut se sentir menacé dans sa position par notre créativité malheureusement, voilà. Alors que là encore, c'est pas du tout notre ambition. Ensuite, on peut aussi être très franc et lucide. On est souvent lucide, on voit souvent les choses à l'avance parce qu'on a une pensée en détail qui est très riche et donc on cerne quand quand ça commence à glisser, quand ça commence à dysfonctionner. Et on est aussi un danger en fait parce que notre lucidité, elle peut du coup entraîner, je sais pas moi, une révolte si on en parle aux autres, si on commence à éveiller la conscience des autres de nos collègues, ça peut aussi se retourner contre nous. Et dernier point, c'est que certaines personnes aussi ont du mal à s'affirmer, enfin moi c'est mon cas, j'ai du mal à m'affirmer et à dire non. Et donc du coup, je peux avoir tendance à en faire 2 fois plus ou à accepter 2 fois plus de choses parce que j'arrive pas à refuser les tâches qu'on me demande de faire. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'épuise et que je peux faire un burn-out. D'ailleurs, j'en ai fait un. Voilà pour ce charmant tableau concernant la personnalité des autistes au travail. Alors maintenant, je vais faire un avant-dernier point sur la souffrance au travail, tout un programme. Cette souffrance qui est aussi du fait d'un système, donc j'ai déjà dit, hein, libéral, capitaliste, la fin justifie les moyens, etc. Et pour cette partie, hein, je suis honnête intellectuellement et en fait cette partie, elle est inspirée d'un livre que j'ai lu de Julie Daché qui s'appelle Dans ta bulle. Si vous n'avez pas lu, je vous le conseille, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je l'ai dévoré et donc j'ai trouvé toute une partie passionnante sur le monde du travail. Donc je vais vous faire un petit résumé, un petit exposé de ce que j'ai compris. Donc on dit souvent que le travail c'est la santé. Or non, c'est de moins en moins la santé. On voit les maladies psychosociales qui fleurissent de jour en jour, les dépressions, les burn-out, les harcèlements, c'est vraiment pas la santé du tout. Mais là où c'est compliqué pour nous, c'est les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on a des objectifs qui ne cessent d'augmenter, parce qu'il faut bien suivre le mouvement de la cadence infernale de ce système libéral, capitaliste, et en même temps, on a de moins en moins de moyens parce que c'est la crise et il faut réduire, faut faire des coupes budgétaires, etc., etc. Du coup, ça crée un inconfort psychologique qui est terrible et ça crée surtout un mal-être et du coup le sentiment de compétition qui est activé parce on est mal, etc., etc. Il y a aussi un culte de l'urgence, comme je l'ai dit, à cause de ce système. Il faut qu'on soit de plus en plus rapide, de plus en plus efficace au niveau rendement, mais c'est aussi, cette injonction-là, elle est aussi valable dans nos vies, dans notre rythme de vie. Il faut que ça aille de plus en plus vite, il faut que ce soit dans l'immédiateté, avec les réseaux sociaux, il faut qu'on soit dans une consommation permanente, etc. etc. Donc du coup, ce culte de l'urgence-là, il n'est pas du tout adapté, il est même maltraitant envers les personnes neuroatypiques et en particulier les personnes autistes. Où nous, au contraire, il nous faudrait du temps, où nous, au contraire, il nous faudrait d'avoir un peu de recul, de distance pour bien fonctionner. Et c'est pas le cas, malheureusement. Ensuite, je vais parler de la novlangue managériale. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis, c'était dans le livre de Julie Daché, mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Le fait que pour apaiser en fait ces contradictions au sein de l'entreprise, les mots vont être lissés. On va pas dire exactement, on va pas appeler un chat un chat. Donc, au lieu de parler de licenciement, on va parler de rendez-vous pour évoquer le licenciement. Donc on va ménager les nerfs de ces chers employés, alors qu'en réalité, la réalité est tout aussi violente, voire même plus violente. Et la conséquence de cette novlangue, vous le savez, c'est que quand on ne nomme pas, ça n'existe pas. Et donc c'est d'invisibiliser la souffrance au travail, les violences dans le monde du travail, pour tous les individus, neurotypiques comme neuroatypiques. Mais c'est vrai que concernant les personnes atypiques et autistes, c'est encore plus flagrant, violent, c'est la double, la triple, la quadruple peine, malheureusement. Ce système qui est maltraitant, hein, il vient aussi du fait que l'individu n'est jamais une fin en soi, mais toujours un moyen pour l'employeur d'accéder à plus de rentabilité pour son entreprise. Donc en fait, l'employé est un peu omis au service par l'employeur, il est un peu esclave. Et donc du coup, il est complètement aussi déshumanisé. Et là où en réalité,
nous on fonctionnerait mieux avec plus d'humanité, plus de bienveillance, d'attente, plus de ralentissement, eh bien c'est l'inverse en fait. On est des numéros. Bon là je vous fais un portrait un peu sombre, un peu à la George Orwell, mais c'est un peu ça ce que je ressens moi en tout cas par rapport au monde de l'entreprise et par rapport au monde du travail plus généralement. Du coup, ce système qui est bancal et qui du coup est maltraitant, etc., ça entraîne différents dysfonctionnements au niveau managérial, notamment la technique du diviser pour mieux régner, ou quand une personne commence à se révolter ou à ne pas aller dans le sens de sa direction, de son employeur, on va l'isoler et on va en fait manipuler d'autres personnes pour la monter contre la personne qui a osé se rebeller. On va aussi utiliser la technique de la récompense en disant ah si vous faites plus d'heures ou si vous êtes fidèle à votre poste, eh bien je vous donnerai une promotion ou alors vous obtiendrez ça. Et du coup c'est aussi préjudiciable pour on va dire la bienveillance et l'esprit sain de l'entreprise. On va utiliser donc toujours ces employés un peu comme un pion sur un échiquier géant. Et donc cette technique du diviser pour mieux régner, elle va aussi s'appliquer au sein des employés qui vont, du coup, j'ai déjà dit, donc utiliser un langage pour plaire à l'employeur, se rapprocher de telle personne qui est proche de leur chef, médire telle personne, ou bien être hypocrite et essayer de faire un sale coup à telle personne parce qu'ils savent que cette personne, elle n'est pas appréciée, etc., etc. Et quand on essaie au contraire de prendre l'opposé et d'ajouter oui, du bien-être à l'entreprise en proposant des siestes, en proposant du yoga, en proposant de la méditation au sein de son entreprise, là encore c'est une forme de prison parce que c'est une injonction au bien-être déjà, et deuxièmement parce qu'en fait le fait de proposer tout ça à ses employés, ce n'est pas pour qu'ils soient plus heureux pour eux-mêmes, c'est pour qu'ils soient plus heureux pour pouvoir obéir aux injonctions de l'entreprise, c'est-à-dire produire plus, rentabiliser plus. Parce que c'est ça qui est démontré dans les études liées au bonheur, c'est qu'une personne qui est plus heureuse produira plus. Donc il faut qu'elle soit heureuse, donc on lui propose ce service, mais en contrepartie, elle est toujours esclave de ce système infernal, malheureusement pour elle. Voilà, donc ce n'est pas un portrait très glorieux, très joyeux du monde de l'entreprise. Dites-moi si vous vivez bien dans le monde du travail, si vous êtes épanoui, si ça vous correspond, j'aimerais bien savoir. Pour finir, même si cette vidéo est très longue, je vais parler de la question des limites. Alors, les limites, c'est quand on est capable d'identifier nos besoins et de les faire appliquer aux autres. Or, moi, je ne me suis jamais fait autant agresser que dans le monde du travail. J'ai pas compris. Je suis arrivée dans le monde du travail et puis ça a été un déferlement. On me prenait pour arrogante, on me disait que je voulais pas m'intégrer, que je parlais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont pris très très personnellement mes propos ou qui j'étais. Il y a eu beaucoup de jalousie. On faisait de la rétention d'informations pour essayer de me décrédibiliser. On me manipulait pour que je prenne certaines décisions qui en fait étaient nocives, néfastes. Quand bien même je ne suis qu'enseignante, hein, je tiens à le préciser. Donc c'est pour vous dire à quel point cette violence peut, dans différents corps de métier, prendre des proportions complètement folles et délirantes. Hein. Quand bien même ce n'est pas pour le bien commun de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'auto-détruit un peu de l'intérieur, malheureusement. Donc j'ai un peu l'impression d'attirer les tordus. Et moi, ma théorie, c'est qu'en fait, ma neurodiversité, mon autisme se sent, à défaut de se voir concrètement, même si je pense qu'il se voit un peu. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent cette différence. Et de la même façon qu'un petit enfant n'aime pas la différence et va tenter de maltraiter l'autre enfant qu'il sent différent, ces adultes-là, ces personnes-là, ces employés-là, ils vont de la même façon s'en prendre à la personne différente. J'en ai la certitude. Je pense que je suis malgré moi, je suis représentante d'un tempérament qui est différent, d'un état d'esprit, d'une personnalité qui est différente, qui ne correspond pas à la norme et que je gêne. Mais je gêne à un point tel que c'est insupportable pour certains et qu'ils ne peuvent s'empêcher, oui, d'agir contre moi, d'essayer de me faire du mal, d'essayer de faire de mauvaises actions. Et je suis très heurtée par ces mauvaises intentions. Je ne comprends pas, mais je pense que c'est vraiment lié à mon handicap, à mon autisme, et qu'en fait, c'est pas que j'attire les tordus, c'est que les tordus sont attirés par moi parce qu'en fait, ils supportent pas qui je suis, structurellement, parce que je ne suis pas comme eux. Voilà, c'est de la folie, on est bien d'accord. Après, il y a le deuxième point, c'est la tendance au conformisme.
C'est-à-dire que quand j'arrive dans une entreprise, enfin moi ou quelqu'un d'autre, hein, déjà, premier point, c'est que les gens vont avoir tendance à dire c'est dur, on n'en peut plus, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Alors là, il faut s'adapter, et puis alors c'est dur, je souffre, donc toi aussi tu dois souffrir. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que vous souffrez, et c'est pas parce que vous acceptez ça, qui est déjà inacceptable en fait, et intolérable et insupportable pour vous neurotypiques, que moi, neuroatypique et autiste, avec un handicap, ou en tout cas qui est mise en situation de handicap par une société qui n'est pas adaptée, je dois supporter ça aussi. Parce que là où vous tenez, moi je crève. Là où vous supportez, moi je m'effondre. Donc pourquoi, au lieu de me dire il faut s'adapter, tu dois tenir parce que nous aussi on tient, on n'essaierait pas de réformer le système pour faire en sorte que tout le monde soit bien heureux et qu'il n'y ait pas toutes ces maladies psychosociales, tous ces arrêts maladie, voire ces dépressions, voire ces suicides. Est-ce qu'on n'essaierait pas de réfléchir dans l'autre sens? Voilà. Et enfin, pour finir cette vidéo très longue, je vais parler de l'inflexibilité des entreprises ou du monde du travail. Quand vous êtes élève et que au nom des professeurs et de votre famille vous dysfonctionnez, il y a quand même un dialogue. Il y a quand même on va dire, un embryon d'essai de vous comprendre et de s'adapter. Et plus vous avancez dans votre vie, j'ai déjà dit, et moins c'est le cas. Et le pire, c'est le monde du travail, où moi j'ai vraiment senti qu'il y avait une rigidité. Et que quand je disais je n'en peux plus, je suis fatiguée, je ne peux pas faire ma journée de travail, on me disait vous avez un arrêt maladie? Bah non, parce que quand j'étais élève, bien sûr, et que j'étais épuisée, je restais chez moi une journée ou deux pour me reposer à cause de mon coup de fatigue, alors qu'en fait c'était un shutdown autistique, hein, on est bien d'accord. Et puis après ça passait, ça allait mieux et j'étais rétablie. Comment voulez-vous que je dise ça à mon employeur alors qu'il m'attend, que j'ai des horaires de travail à respecter, des heures de cours à donner, etc., etc. C'est pas possible, c'est pas adapté. Donc c'est là où je trouve que, en fait, je suis mise en situation de handicap par des gens qui refusent de s'adapter à ma situation. Et alors que ça leur porte préjudice, puisque bien sûr, sur le long terme, je ne tiens pas la mission, je m'effondre, on me met en arrêt maladie. Donc c'est quand même fou et ironique. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on ne me laisse pas de place avec mes particularités, avec mon fonctionnement, alors que j'ai plein d'atouts. Et c'est ça le plus triste. Le plus triste, c'est que les personnes autistes, je trouve, elles sont une chance inouïe pour les entreprises. Justement, de par leur créativité, de par leur résilience, leur capacité aussi à faire des efforts, parce qu'on est capable de faire des efforts, à comprendre plein de choses, et puis à avoir cette lucidité, et puis à œuvrer pour le bien. Je trouve qu'on a des belles valeurs en nous, je trouve qu'on n'est pas là pour détruire ou pour faire le mal, même si je dis pas que les neurotypiques sont comme ça, mais je pense que voilà, les gens sont très malheureux et quand on est très malheureux, on est capable d'avoir des comportements pas adaptés, voilà, pas très sains et tout, mais je voulais juste te dire que vous êtes une chance pour le monde du travail, n'en doutez pas. Et que si le monde du travail, en fait, c'est pas vous qui n'êtes pas adapté, c'est le monde du travail qui n'est pas adapté. Voilà, et puis si vous pouvez vous faire diagnostiqué autiste pour essayer d'avoir une RQTH et quelques aménagements, même si c'est bien peu de choses malheureusement, mais c'est une première sécurité pour vous et je peux vous assurer que ça peut faire la différence. Ne vous laissez pas maltraiter, ne laissez personne vous dire que vous êtes incompétent, que vous ne savez pas faire telle chose, que vous êtes inadapté ou je ne sais pas quoi. C'est faux, c'est eux qui ne sont pas adaptés, c'est eux qui ne sont pas lucides, c'est eux qui ne sont pas créatifs. Donc soyez sûrs de votre valeur et de toutes vos belles qualités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très très longue, j'avais encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et bien, je vous souhaite un bon déconfinement. J'espère que vous allez bien et que ça va vous faire du bien de respirer un peu, d'aller dans la forêt, d'aller dans la nature, je ne sais pas. En tout cas, je vous retrouve très bientôt, j'espère. Ciao, bye bye!